Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, c'est déjà le 27e épisode de Relationnellement Vôtre et c'est une joie de vous partager plus de contenu pour vous aider à avancer sur le chemin de l'épanouissement relationnel. L'épisode d'aujourd'hui est le dernier de la série sur les faux amis. Ce sont ces modes de fonctionnement développés pour faire plaisir, pour montrer qu'on aime ou par peur de ne plus être aimé. Il a été question de la surprotection, de la tolérance excessive, de l'évitement du conflit, et maintenant, voyons de plus près la suradaptation. Il est normal de faire preuve de capacité d'adaptation dans nos relations. Ce sont ces capacités qui nous permettent de faire face aux changements. On adapte notre discours en fonction des personnes avec lesquelles nous parlons. On ne parle pas de la même manière à un enfant qu'à un adulte. On adapte notre comportement en fonction du type de relation, parce qu'on ne se comporte pas de la même manière avec son partenaire de vie et son manager de travail. Ça va de soi. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet caméléon en psychologie. Cette tendance à adapter son comportement, ses mots, sa personnalité à la personne qui se trouve en face de soi. Cet effet caméléon touche tout le monde avec plus ou moins d'intensité. Là où ça devient problématique, c'est quand ça bascule dans l'excès, le trop. Et il n'y a qu'un pas à franchir entre le compromis, la concession et la suradaptation. Alors, voyons ce qu'est la suradaptation. Eh bien, c'est le fait d'adopter des comportements qui satisfont les contraintes extérieures, c'est-à-dire les contraintes de nos parents, de nos enseignants, de notre patron, de nos clients, de nos voisins, etc. C'est mettre systématiquement nos envies, nos besoins personnels de côté pour privilégier les contraintes évoquées, contraintes imposées par l'autre. La suradaptation s'accompagne bien souvent de croyances telles que les autres savent mieux que moi, ou pour qu'on m'aime, il faut que je corresponde à ce qu'on attend de moi. Alors qu'en fait, dans une relation saine, c'est plutôt l'idée de « je peux être moi, je sais qu'on m'aime tel que je suis ». Aimer, ce n'est pas nier ses propres besoins pour faire plaisir aux autres. Aimer, c'est respecter nos propres besoins et ceux des autres. Donc aimer une personne, ce n'est pas faire en sorte de correspondre à son enfant idéal, à son parent idéal, à son ami idéal, à son collègue ou sa collègue de travail idéal, et encore moins à son conjoint ou sa conjointe idéale. Être en relation, c'est enrichir l'autre de la personne que vous êtes en faisant en sorte d'être la meilleure version de vous, pas la meilleure version de ce que l'autre veut que vous soyez. Alors, comment savoir si vous fonctionnez dans la suradaptation ? Voici quelques indicateurs pouvant se retrouver tant dans le domaine privé que professionnel. Il y a le fait de se fondre dans les attentes des autres, d'être constamment à anticiper les besoins, les désirs des autres dans le but de faire plaisir, avoir une attitude soumise et permissive. La personne suradaptée n'osera pas s'affirmer ni s'opposer et du coup n'osera pas dire non. Il y a le fait de ne pas tenir compte de ses propres besoins, car seuls ceux des autres comptent. Il y a le fait d'être convaincu que les autres ont toujours raison et savent mieux ce qu'il faut dire ou faire. Le fait de ne plus savoir ce qu'on ressent, ni ce qu'on veut, ou ce dont on a besoin, à force de chercher constamment à répondre aux attentes des autres. C'est aussi le fait d'en arriver à ne plus avoir d'avis, d'opinion sur quoi que ce soit, car on est habitué à suivre ce que les autres pensent. Ne plus prendre aucune initiative, attendre qu'on vous dise quoi faire, culpabiliser de ne pas correspondre à l'image collée par l'entourage. Et bien souvent, la personne qui fonctionne dans la suradaptation va entendre des phrases telles que « Ok, je sais que tu veux me faire plaisir, mais toi, que veux-tu » Et il y a aussi ce sentiment d'exister qu'à travers l'autre, se sentir perdu une fois seul, etc. La liste peut malheureusement être longue. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans ces traits, rassurez-vous, tout espoir est permis, vous pouvez sortir de ce mode de fonctionnement. Certes, ça demandera un certain travail, mais avec de la détermination et de la persévérance, vous réaliserez combien c'est tellement plus épanouissant d'être soi que d'être ce que les autres veulent que vous soyez. Pouvoir sortir de ce mode de fonctionnement commence d'abord par comprendre d'où il vient. La suradaptation à l'âge adulte peut s'expliquer par différents facteurs. Il y a la suradaptation liée au haut potentiel intellectuel. Les personnes anciennement dites surdouées, dont cette caractéristique est pointée du doigt, dérangent ou les confrontent à plus de souffrance qu'autre chose, font le choix de se suradapter à leur environnement de manière à se fondre dans la masse et à passer inaperçus. Ensuite, il y a aussi l'hyperempathie, c'est-à-dire le cas de personnes qui n'ont pas de filtre nerveux leur permettant d'éviter la surcharge sensorielle. Ces personnes ressentent et s'imprègnent de toutes les énergies de leur entourage et se comportent par mimétisme comportemental. C'est une synchronisation de nos attitudes, de nos gestes, de notre voix en miroir avec les personnes avec qui nous sommes en relation.
Mais ce n'est pas de cette suradaptation-là dont il est question dans l'épisode, il s'agit plutôt de la suradaptation développée à cause de blessures de l'enfance, de comportements toxiques ou de convictions religieuses qui amènent à développer ce qu'on appelle un faux moi, un faux self. Un faux moi est en fait un moi qui correspond à l'image désirée, au comportement attendu par l'entourage. C'est donc un moi suradapté. C'est un mode de fonctionnement inconscient qui apparaît dès le plus jeune âge. Le pédiatre et psychanalyste Winnicott explique que le faux self, le faux moi, est la réponse que l'enfant trouve face à des parents qui imposent leur choix et contraignent l'enfant à s'y soumettre. L'enfant n'est plus à l'écoute de ses pulsions, il perd sa spontanéité pour répondre aux attentes de l'environnement. S'il ne le fait pas, un sentiment de culpabilité prend place, un sentiment que l'enfant veut à tout prix fuir, et c'est tellement plus agréable pour lui de voir que son entourage valorise cette image suradaptée. Sauf que cela induit 2 fausses croyances avec lesquelles l'enfant grandit, qui expliquent justement la suradaptation. La première fausse croyance, c'est « je ne suis pas assez bien ». En étant comme les autres veulent, je serai mieux et on m'aimera plus. Et l'autre fausse croyance, c'est « si je corresponds à ce qu'on attend de moi, je ne pourrai pas être rejeté ni abandonné ». Je suis sûre que plusieurs d'entre vous pourront attester du contraire, n'est-ce pas ? Petite parenthèse, bien souvent quand on met en lumière les conséquences du comportement de nos parents dans nos vies, on a envie de leur jeter la pierre, mais je tiens à vous encourager à ne pas le faire pour les 2 raisons suivantes. La première raison, c'est qu'à moins d'être des pervers en puissance, vos parents n'ont pas agi dans l'intention de vous nuire. Ils ont probablement agi avec amour, avec les moyens qu'ils avaient à ce moment-là. S'ils avaient su les conséquences de leurs actes, ils se seraient probablement comportés autrement. La manière dont ils ont agi envers vous vient probablement de ce qu'ils ont aussi vécu ou subi. Si je peux me permettre une astuce, si vous avez du ressentiment, que dites-vous de vous en libérer, de mettre des mots dessus, de l'exprimer auprès d'une personne de confiance, d'expliquer ce dont vous avez manqué, les besoins qui étaient non comblés, et ensuite, plutôt que d'en vouloir continuellement à vos parents, que dites-vous de décider qu'à partir de votre génération, la transmission du comportement de parents rigides qui imposent ses choix, qui contraint l'enfant sans tenir compte de qui il est, c'est terminé. De cette manière, au lieu de rester focalisé sur ce que vous ne pouvez pas changer, à savoir le passé, vous regardez à ce que vous pouvez faire dans le présent et qui aura un impact dans le futur. Le changement peut commencer par vous et vous pouvez en être fier. La deuxième raison de ne pas jeter la pierre à vos parents, c'est qu'il y a une certaine probabilité que vous soyez parent à votre tour et vous risquez vous aussi de faire des erreurs car aucun parent n'est parfait. Vous aurez certainement envie que votre enfant fasse preuve d'indulgence envers vous, tout comme vous pouvez le faire envers vos parents. La parenthèse étant fermée, on peut en revenir à cette suradaptation. Bien que la démarche de contraindre un enfant à rentrer dans le moule paraisse anodine et éducative aux yeux de ceux qui le font, elle est profondément dommageable pour l'enfant et ses relations futures. Je vous propose de voir en quoi. La suradaptation ou le syndrome de suradaptation est à l'origine du syndrome de l'enfant trop sage, qui une fois devenu grand devient le syndrome de la gentille fille, du gentil garçon ou du chic type. Le syndrome de l'enfant trop sage se dit des enfants au comportement exemplaire, ces enfants qu'on n'entend jamais, qui collent parfaitement à ce que l'adulte attend, des enfants qui s'effacent au point de ne pas oser prendre le risque de se différencier, de s'opposer, de sentir et d'affirmer leurs désirs. Ce sont des enfants qui ne vivent pas leur propre vie, mais qui survivent dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. Ça endommage profondément leur estime personnelle et la construction de leur identité. Ils n'ont aucune conscience de ce qui les caractérise, ni de leurs valeurs. Sur le plan relationnel, ce sont des enfants qui vont soit souffrir d'une profonde solitude, soit qui vont être approchés par des enfants au fort tempérament, qui restent bien sûr dans les clous, histoire de ne pas s'attirer d'ennui, mais des enfants qui vont leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, et malheureusement, au point de tout accepter de la part de cet enfant, à savoir des moqueries, des injures, des trahisons. Ce sont les prémices des relations toxiques, des relations abusives. Ensuite, il y a le syndrome de la gentille fille, du gentil garçon ou du chic type. Ces syndromes se disent de toutes personnes qui ont tendance à s'oublier au profit des autres, à faire passer les autres en priorité dans leur vie, en se plaçant toujours au second plan afin de répondre aux besoins et aux requêtes des uns et des autres. Ces personnes ont toujours besoin de l'approbation de quelqu'un avant de faire un choix et sont incapables d'exprimer leur désaccord ou leur colère, même dans une situation qui ne leur convient pas. Les conséquences sont donc une grande pression, un stress énorme pour répondre et correspondre à tout prix aux attentes de l'autre, ce qui peut basculer dans des troubles anxieux et même dans une forme de dépression.
La suradaptation demande de déployer énormément de ressources. Les personnes suradaptées s'épuisent tant physiquement que psychologiquement à vouloir satisfaire les autres. Lorsqu'elles n'y arrivent pas, la culpabilité prend place. Une culpabilité pesante tout aussi destructrice que l'anxiété sur la durée. Sur le plan relationnel, ce sont des personnes qui, comme évoqué précédemment, vont tolérer des relations abusives, que ce soit sur le plan familial, amoureux, amical, professionnel et même religieux malheureusement. En ayant pour motivation bienveillante de faire plaisir, d'aimer et d'être aimé, les personnes qui fonctionnent dans la suradaptation vont en quelque sorte remettre leur vie entre les mains des autres, leur laissant le contrôle et le pouvoir de décision, ce qui est extrêmement dangereux pour leur intégrité physique, psychologique et spirituelle. Si je peux me permettre une autre parenthèse pour faire ce rappel, souvenez-vous que la foi consiste à plaire à Dieu, pas à plaire aux hommes. Les leaders spirituels sont là pour nous aider à marcher en développant une relation avec Dieu et plaire à Dieu, pas à leur plaire à eux. La limite entre les deux peut être floue, mais il est important de ne pas oublier qu'il y a une limite. Quand vous développez une relation avec Dieu, son esprit se connecte au vôtre et vous savez dans votre fort intérieur si ce que vous faites lui plaît ou pas, si vous êtes sur la bonne voie ou non. Restez en accord avec vous-même, ne vous forcez pas à faire plaisir à des leaders spirituels si ça vous paraît incohérent, voire contraire à ce qui plairait à Dieu. Si vous n'êtes pas en paix intérieure, vous savez au plus profond de votre être, à savoir dans votre esprit, que ce n'est pas aligné avec la volonté et le cœur de Dieu. Je referme la parenthèse. La suradaptation amène la plupart du temps à basculer dans des relations de dépendance affective, le fait de ne pas savoir vivre sans l'autre, mais de vivre à travers l'autre en recherchant son affection, son opinion, sa validation, sans tenir compte de vos ressentis ni de vos propres besoins. Les personnes suradaptées peuvent souffrir de la difficulté à construire une relation de couple durable. Dans le couple, il y a la recherche d'un vis-à-vis, d'une personne qui partage qui elle est, ses pensées, ses besoins, ses ressentis, ses désirs, etc. À force d'entendre « comme tu veux »,« non, vas-y, choisis »,« ah, faisons ce qui te fait plaisir », eh bien, certaines personnes se lassent et mettent fin à la relation. Comment faire pour se débarrasser du « entre guillemets sûr » et faire preuve d'adaptation tout en restant soi-même ? Eh bien, tout changement a besoin de se faire dans nos pensées, dans notre esprit, pour ensuite pouvoir circuler dans notre âme. Donc sortir de la suradaptation commence par cesser de croire que les autres sont mieux que vous, savent mieux que vous. Ils savent certainement des choses, mais vous aussi. Vos points de vue peuvent être confrontés ou être complémentaires. Il n'y a pas de mal à ça. Ensuite, il est nécessaire de prendre possession de votre vie pour ne plus la subir ni la regarder passer, mais la vivre pleinement. À force de trop faire plaisir, vous avez perdu votre position de sujet, cet être qui a des besoins, des pensées, des ressentis, etc. Pourquoi vous en remettre au regard et aux décisions des autres pour avancer ? Le fabricant n'est-il pas le mieux placé pour conseiller sur le fonctionnement de ce qu'il a créé ? Dieu ne s'est pas trompé en vous créant tel que vous êtes. Il sait ce dont vous êtes capable et ce qu'il a placé en vous. Il croit en vous et vous pouvez gérer votre vie en faisant vos propres choix. Vous n'êtes pas obligé de plaire et de satisfaire les attentes des autres. Et si vous faites des erreurs, c'est OK. La vie vous a peut-être déformé par ces épreuves, vous vous êtes peut-être perdu en chemin, mais vous avez encore la possibilité d'être vous et d'être cette version de vous alignée avec la manière dont votre Créateur vous voit, à savoir une merveilleuse créature. C'est ce que disent les Écritures. Si vous vous posez des questions à ce sujet, vous pouvez envoyer un message à Relationnellement Vôtre à l'adresse mail relationnellementvôtre@gmail.com. Il y a des leaders spirituels, des spécialistes du domaine spirituel qui pourront répondre à vos questions. En tout cas, c'est cet état d'esprit qui va vous permettre d'amorcer les évolutions nécessaires sur le plan psychologique, car sortir du syndrome de suradaptation revient à sortir du moule ou à faire en sorte de ne plus y entrer afin d'être pleinement vous-même. En vous rappelant que ne plus faire comme les autres, ne plus répondre aux attentes des autres, ce n'est pas agir contre eux, tel un rebelle ou une rebelle, mais c'est agir pour vous, dans le respect de votre personne. Le livre de Thomas d'Ansembourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai » est une ressource intéressante sur ce sujet si vous le souhaitez. Arrêter de se suradapter demande de travailler plusieurs axes. Il y a tout d'abord un travail de déculpabilisation. Vous avez le droit de ne pas vous conformer aux attentes des autres, et c'est aussi OK de ne pas réussir à atteindre vos propres attentes, soit dit en passant.
Ensuite, il y a un travail d'acceptation de soi, de qui vous êtes et donc de ne pas être comme les autres. Apprendre ou réapprendre à vous aimer, à vous écouter, à partager qui vous êtes, à exprimer vos besoins, vos ressentis, vos envies, vos idées, etc. Il y a aussi un travail de prise de recul sur ce qui est réellement important pour vous, sur ce qui est réellement important dans la vie. Et ce n'est certainement pas de réussir à correspondre à une personne que vous n'êtes pas. C'est plutôt de vous épanouir pleinement en étant la personne que vous êtes et d'accomplir votre mission de vie, pas celle de votre voisin, ni celle de votre voisine, n'est-ce pas ? Il y a aussi un travail de lâcher prise en quittant le désir de perfection et en laissant tomber ce qui n'a plus de sens à vos yeux, ce qui ne vous correspond pas, même si les autres aiment que vous soyez comme ça. Et aussi, il y a un travail de préparation. Vous préparez au changement et aux réactions des personnes qui vont vous dire « Tu as changé, je ne te reconnais plus » ou « Qu'est-ce qui se passe, tu n'étais pas comme ça avant ?» Vous avez le choix d'expliquer ce changement ou de ne pas le faire. Je dis bien expliquer et non justifier. Il n'y a que quand on se sent coupable qu'on se justifie. Or, vous n'êtes coupable de rien en étant vous-même. J'ai bien aimé une image vue dans un article sur lequel il était écrit « Tu as changé ». Et la personne répond « Non, je pense que le terme exact, c'est que j'ai cessé de faire ce qui te plaît ». Bon, ok, c'est plutôt cachou, mais très représentatif des réactions d'incompréhension lorsqu'on amorce des changements. Et il n'est pas question de commencer à angoisser à l'idée qu'on vous fasse des remarques. Au contraire, le but c'est de vous détendre en sachant que différentes options s'offrent à vous face aux remarques et vous êtes libre d'entreprendre ce changement, quoi qu'on vous dise. De vous à moi, c'est vrai que j'encourage beaucoup à se faire accompagner par un psy, une psy. Et là encore, je vous y invite si vous fonctionnez dans la suradaptation, car ce travail sera plus solide et durable si vous le faites avec un professionnel. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je vous recommande quelqu'un, sachez que je collabore avec plusieurs spécialistes. Il vous suffit d'envoyer un mail à Relationnellement Vôtre en expliquant en grande ligne votre problématique et vous serez recontacté. En attendant que vous vous lanciez et que vous preniez rendez-vous, voici quelques astuces. Lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose, demandez-vous si vous le faites par plaisir, par obligation, pour faire plaisir à quelqu'un à votre détriment, pour satisfaire les exigences d'autrui, pour vous déculpabiliser de quelque chose que vous ignorez mais qui vous paraît menaçant, pour éviter de contrarier autrui, pour rentrer dans le moule d'une de vos relations, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale, professionnelle ou religieuse. Ensuite, gardez en tête les nuances entre un besoin, une envie, un devoir. Ça peut vous aider à vous positionner dans des choix qui vous correspondent. Si vous vous dites « j'ai besoin », ça fait référence à quelque chose que vous considérez comme vital ou essentiel et qu'il n'est pas dans votre intérêt de négliger. Les besoins peuvent être de tout ordre, physique, affectif, psychologique, spirituel, intellectuel, etc. Si vous dites « je veux » ou « j'ai envie », ça fait référence à un souhait, un désir, une pulsion. Ce n'est pas indispensable, mais c'est directement lié à votre plaisir. Et ça a complètement sa place. Si vous dites « je dois », ça suppose qu'une instance extérieure, religieuse, la famille, un patron, la loi, vous impose de faire quelque chose. En fin de compte, le positionnement qui montre que vous êtes libéré de la suradaptation, c'est « je choisis ». Ça signifie que vous assumez vos besoins ainsi que vos envies, vous en portez la responsabilité et le soin. Bon. Et bien maintenant, j'aimerais vous illustrer tout ça avec un témoignage joliment écrit que j'ai trouvé sur Internet. Et il s'agit du témoignage d'un homme que nous appellerons Antoine. Voici ce qu'il nous partage. Tout le monde me disait que j'étais trop gentil. J'étais le genre de personne à dire « désolé » après chaque phrase. Le genre de personne à proposer de conduire même si j'avais peu d'essence. Le genre de personne à agir comme si mes amis avaient raison dans toutes les situations, même quand il était clair qu'ils avaient tort. Le genre de personne à éviter les conflits en disant oui, à faire plus pour les autres que je n'ai jamais fait pour moi-même. J'ai arrêté d'être trop gentil. Si vous agissez comme si j'étais inférieur à vous, si vous me traitez comme un moins que rien, alors je prendrai mes distances sans dire un mot. Je ne vous donnerai pas d'avertissement, je ne vous maudirai pas, je vous sortirai de ma vie sans regarder les dégâts. Je ne veux plus traiter avec des gens qui ne voient pas ma valeur. J'ai arrêté d'être trop gentil. Si vous avez besoin que je vous rende un service, je n'accepterai pas automatiquement de vous aider. J'ai appris que je devais prendre soin de ma propre santé mentale avant d'aider les autres. Je dois veiller à être dans un endroit sûr. Je ne peux pas vous donner des morceaux de moi-même quand il n'y a plus rien à donner. Je ne peux pas me plier en quatre pour que votre vie soit un peu plus convenable.
J'ai arrêté d'être trop gentil. Je vous dirai vraiment ce que je pense, même si c'est la dernière chose que vous voulez entendre. Je vous dirai que vous êtes stupide de sortir avec ce type ou d'avoir quitté cette fille. Je vous dirai ce qui est le mieux pour vous selon mon point de vue, même si vous pourriez me détester pour cela, même si je pourrais vous perdre à cause de cela. J'ai arrêté d'être trop gentil. Je dirai seulement désolé si je le pense vraiment. Je ne m'excuserai pas quand quelqu'un d'autre se heurtera à moi. Je ne m'excuserai pas d'avoir dit ce que je pensais. Je ne m'excuserai pas d'être authentique au lieu d'essayer de me fondre dans la masse. J'ai arrêté d'être trop gentil. Je ne remplirai pas mon emploi du temps de choses que je ne veux pas faire dans l'espoir de rendre les autres heureux. Je ne passerai pas mon temps à m'inquiéter de ce que les gens pensent de moi. Je ne céderai pas à la pression des pairs. Je ne laisserai pas les autres profiter de moi, je ne les laisserai pas se servir de moi. Je ne les laisserai pas me donner le sentiment d'être un moins que rien. Et j'ai arrêté d'être trop gentil parce que je vois enfin ma propre valeur. Je sais enfin ce que je mérite. Je comprends enfin qu'il n'est pas égoïste de prendre soin de moi-même. Pour un changement, je vis enfin ma vie comme je veux la vivre. Un grand merci à Antoine. Voici 3 leçons que ce témoignage nous enseigne ou nous rappelle. La première leçon, c'est que la détermination est un atout important pour sortir de la suradaptation. Dans le témoignage d'Antoine, il y a comme un « maintenant ça suffit, j'arrête d'être trop gentil ». Tant que nous n'en avons pas assez d'une situation, nous sommes capables de la supporter, voire même de la répéter. Une fois qu'on arrive à saturation, nous avons la détermination, le carburant nécessaire pour faire bouger les choses, et c'est clairement le cas pour Antoine. La deuxième leçon se trouve dans la phrase, cette magnifique phrase « J'ai appris que je devais prendre soin de ma propre santé mentale avant d'aider les autres ». La suradaptation est un mode de fonctionnement qui endommage la santé mentale sur la durée. Comment continuer à entretenir des relations saines et épanouissantes quand on est angoissé, épuisé, déprimé ? Prendre soin de soi est fondamental pour partager qui vous êtes vraiment aux autres et faire de la relation un lieu apaisant, sécurisant, un espace de confiance. La troisième leçon, c'est qu'arrêter de se suradapter passe par une prise de conscience de votre propre valeur. Antoine exprime qu'il ne veut plus traiter avec des gens qui ne voient pas sa valeur et qu'il a arrêté d'être trop gentil parce qu'il voit enfin sa valeur. L'estime de soi est la base sur laquelle s'appuie la confiance en soi afin d'oser. Oser. Oser être, oser dire, oser faire, et je vous laisse continuer la liste. Vous avez de la valeur, alors osez. Voilà. Ce 27e épisode de Relationnellement Vôtre est terminé. Si vous avez des questions, si certains points demandent des éclaircissements, sentez-vous libre de le préciser en envoyant un message sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou directement à relationnellementvôtre@gmail.com. Si vous voulez nous partager un témoignage sur la manière dont vous avez arrêté de vous suradapter, vous pouvez aussi le faire par mail et je partagerai le témoignage sur le site ainsi que sur le compte Instagram en préservant votre anonymat. Allez, un peu de suspense ne nuit pas à la santé, donc il n'y a pas d'annonce de ce que vous retrouverez dans le prochain épisode. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir quelques changements à la rentrée et il n'y aura pas de nouvel épisode la semaine prochaine. C'est pour vous laisser plus de temps pour visionner le bonus du mois avec les différentes capsules sur comment poser des limites dans mes relations. Vous y trouverez des tips, des astuces en français, pour poser des limites saines, que ce soit avec vous-même, votre partenaire de vie, vos enfants, votre famille, vos amis ou même au travail. Voilà, surtout continuez à prendre bien soin de vous et on se dit à très vite. Relationnellement Vôtre.